On va tous vivre des tas de nouvelles situations dans les années à venir. Je crois que vous en avez cité quelques-unes dans cette émission. Oui. On va devoir s'adapter. Est-ce qu'on est capable de le faire? Qu'est-ce que t'en penses? Carrément. J'adore. Pas tellement. Grave. Exactement. K et Luna. Kailuna. Aujourd'hui, nous recevons Christian Clot. Christian Clot, c'est un peu Monsieur Plus. C'est Monsieur toujours plus même. Ses aventures, plus que ses expéditions, car il a un côté romanesque, Christian, seront, c'est certain, un jour adaptés en BD. Toi qui aimes Corto Maltese, autant te dire que là, tu vas prendre un grand bol d'air et franchement, en ce moment, on en a besoin. Christian, et c'est cela qui est génial, c'est certes des prix de l'innovation de l'expédition. On a tous entendu parler de ces 4 traversées dans les milieux les plus extrêmes de la planète, mais c'est surtout un aventurier altruiste. Ces expériences extrêmes ne sont pas là pour servir un palmarès, elles sont au service d'une cause. Christian, dans sa rigueur et son engagement à parcourir le globe, a juste compris, sans doute avant d'autres, l'évolution du monde. Alors que nous constatons que les phénomènes anxiogènes sont en fait un nouveau quotidien, il est déjà au stade de trouver des solutions pour que l'humain s'adapte, et ce, en autonomie, à cette nouvelle réalité. On est évidemment ravis qu'il ait trouvé le temps de nous accorder un moment pour partager avec lui sa vision des comportements à adapter en situation hostile. Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour Christian. Alors Christian, Luna le disait, je suis effectivement sensible aux univers qui adressent l'aventure, les expériences extrêmes, et votre univers me touche à plusieurs titres. Le chemin déjà, je crois que vous avez eu une vie avant l'aventure. L'intention ensuite, il y a comme l'idée d'une transmission permanente. L'ouverture enfin, peut-être que votre vie d'avant vous rend plus tolérant quant à la diversité que nous sommes. Alors, première question, Christian, comment vit-on l'année 2020 quand on est à un autre niveau de conscience? Je sais pas, ce serait très prétentieux de dire que j'ai un autre niveau de conscience. J'ai la chance, mais c'est une chance qu'on construit, la chance, ce travail d'avoir un certain nombre d'expériences dans ma vie qui m'ont déjà confronté à vivre une année un peu plus spécifique, un peu confinée, comme on est en train de vivre aujourd'hui. Donc je me sers de ces expériences, qu'elles soient personnelles ou celles d'autres personnes que j'ai pu observer, étudier ou essayer de comprendre. Donc je dirais que je la vis certainement avec une forme de plus grande facilité que des personnes qui n'ont jamais été confrontées à des moments aussi particuliers qu'aujourd'hui. Maintenant, néanmoins, je suis un humain comme tout le monde, avec une sorte de stupeur de voir cette ampleur, cette modification énorme de notre conscience planétaire sur un événement comme celui-ci, qui nous touche toutes et tous à tous les niveaux de nos vies, et ce sur la planète entière. Je crois que c'est quand même exceptionnel ce genre d'événement, il faut qu'on le réalise, et donc ça veut dire qu'on doit aussi, puisqu'on réalise cette ampleur exceptionnelle, comprendre que ça va modifier des choses et qu'il faut l'accompagner, tout simplement. J'aime bien parce qu'en parcourant votre univers, vous dites que quand une crise arrive, et vous le dites très bien, elle est brutale en plus, celle-ci, elle est planétaire, on est tout de suite à un déficit de compréhension. C'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité immédiate à comprendre la crise. Oui, moi je travaille sur la notion de l'extrême. Et c'est vrai que souvent, et pour y travailler, puisque finalement il faut le comprendre cet extrême, il faut s'y confronter. Alors, je vais dans des milieux extrêmes, forêts tropicales, des déserts, des milieux polaires, sous-marins, souterrains, et tout ce qui représente l'image de l'extrême. Mais en fait, je vais pas pour forcément être dans ces extrêmes-là. C'est-à-dire que je définis l'extrême comme un moment de sa vie où on est perdu, où on est en désadéquation par rapport à la réalité qui nous est proposée, où on ne comprend plus l'environnement qui est le nôtre et dans lequel on doit trouver des solutions qu'on ne connaissait pas avant. Ça, pour moi, c'est l'extrême. Et donc, cet extrême, il peut être pour une personne qui effectivement va traverser une forêt tropicale, mais une personne qui vit en forêt tropicale n'est pas dans l'extrême. Elle est dans son monde. Donc, il faut bien redéfinir quel est le niveau de son propre extrême, en réalité. Et là, particulièrement, on a une situation qui est extrême pour la plupart d'entre nous, sinon tout le monde d'entre nous, parce que tout simplement, on est tous là face à une situation qu'on n'avait absolument pas imaginée, ne serait-ce qu'en octobre 2019. Je mets au défi quiconque de me dire, bah oui, moi je savais que en mars 2020, on serait tous confinés dans Paris, c'était évident, voyons. Enfin, y a des gens qui avaient prévu qu'il y aurait des crises, et j'en fais partie dans un certain sens, mais personne n'avait prévu là, tout de suite, maintenant.
Donc, c'est un moment qui nous confronte à nos propres réalités, à nos propres peurs, à nos propres douleurs, à nos propres peines, mais aussi à nos propres capacités extraordinaires qu'on peut avoir quand on les développe, de création, de redéfinition d'une situation, d'adaptation, de projection. Donc il faut accepter ces deux moments de peine, de douleur et de création et d'espoir. Bah, c'est vrai que nous on trouve très pragmatique et abordable tes explications, tes articles, notamment sur les différentes phases émotionnelles qu'on est susceptible de traverser dans une crise ou dans un confinement. Et c'est joli ce que tu dis, parce que finalement ce que ça me fait ressentir, c'est qu'il y a des tests extrêmes quant à notre capacité physique, physiologique à tolérer des éléments ou des événements. Là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus émotionnel. Et donc, on invite tous ceux qui le souhaitent déjà à retrouver ton actualité sur ton site internet christianclot.com, qui est une source, moi je trouve, intarissable voilà, de pragmatisme et d'optimisme aussi. Et justement, pour prendre un petit peu de hauteur et redonner de l'optimisme à tout le monde, quant à notre capacité intrinsèque à travers cette situation inédite, involontaire et subie à rebondir, peut-être aurais-tu des conseils ? Alors, les conseils, c'est toujours difficile, j'en donne plein, mais c'est toujours difficile dans le sens que il faut d'abord prendre en considération une chose qui me paraît fondamentale, en fait, c'est que nous ne vivons pas tous la situation de la même manière. Et je crois que ça, c'est un premier point qu'on doit vraiment intégrer. C'est-à-dire que quand on voit tout le monde qui dit oui, le confinement c'est génial, ça nous permet de nous redéfinir. Ouais, enfin, quand on est dans 2 mètres carrés, au milieu de nulle part, sans aucun moyen de sortir et tout ça, quand on est en Inde, par exemple, aujourd'hui, confiné à 18 dans un appartement de 10 mètres carrés ou autre, on vit pas le même confinement qu'une personne qui vit en campagne à côté de la forêt. Donc, il faut déjà bien redéfinir que il faut faire attention à cette projection qu'on peut avoir que sa situation vaut pour tous les autres. Ça, c'est un premier point. Maintenant, il y a quand même effectivement 2-3 notions qui reviennent pratiquement dans l'ensemble des typologies de crise qu'on a pu observer ou vivre, soit à titre personnel pour moi, soit dans le travail qu'on fait avec Adaptation Institute sur la notion de la crise et de l'adaptation. Il y a quelques notions qui reviennent systématiquement et qui sont donc conséquemment, on peut se dire, pratiquement universelles dans un système comme le nôtre. La première chose, et c'est un mot que les gens ont du mal à toujours bien comprendre, mais qui est fondamental, c'est la notion d'acceptation. C'est-à-dire que, à un moment donné, on doit être capable de réaliser que ce qui nous arrive est une réalité. C'est pas quelque chose de fantasmé, c'est pas quelque chose de projeté, c'est pas quelque chose, une situation qu'on aurait voulu. Non, on est dans une réalité bien spécifique d'une crise planétaire qui a provoqué un confinement, mais dont le confinement n'est pas la crise. Quand on sortira du confinement, la situation de crise ne sera pas terminée. Et ça, faut bien l'avoir en tête. C'est-à-dire que la situation provoquée par le Covid-19 aujourd'hui va provoquer beaucoup d'évolutions et face auxquelles on va devoir se réadapter en permanence. Pas seulement pendant ce temps où on est enfermé. Donc cette notion d'acceptation, elle nous permet une chose très simple, c'est tout simplement de se dire, ok, quelle est la réalité de la situation aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on m'offre comme situation aujourd'hui, donc qu'est-ce que j'en fais? Et si on prend la situation exactement telle qu'elle est et non pas telle qu'on aurait voulu la voir, si on accepte que le futur sera forcément différent de notre passé et que vouloir revenir exactement à ce qu'on avait dans le passé dans quelques mois ne sera pas possible, alors on peut déjà commencer à construire le futur. Et ça, dans une crise, c'est fondamental de bien savoir d'où on part et vers où on veut aller. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il est que il faut accepter les sentiments qui nous envahissent. C'est toujours cette notion d'acceptation. On a des tas de sentiments dans un moment comme celui-ci, et ils sont normaux. On a le droit d'avoir peur. On a le droit d'être triste. On a le droit de souffrir, d'être en colère. On a le droit, au contraire, d'y voir de l'espoir, d'avoir envie de construire. Et chacun de ces sentiments fait partie de nous et vont s'exprimer à des intensités et des moments différents d'une situation comme la nôtre. Chez certaines personnes, la colère ou la tristesse va envahir d'abord l'univers, et il faudra qu'ils le gèrent et qu'on les aide à le gérer. Chez d'autres personnes, ça viendra peut-être plus tard, et vice-versa. Et conséquemment, il faut l'accepter. Il faut savoir que on n'est pas des surhommes ou des surfemmes. On est juste des humains avec tout ce qu'on représente d'extraordinaire et de terrible. Et
qu'on a le droit d'avoir des moments d'abattement, de difficulté, de tristesse, et que ça fait pas de nous des mauvaises personnes ou des personnes faibles, parce qu'à d'autres moments, on sera les personnes qui pourront construire, créer, être moteurs, et que d'autres seront peut-être en difficulté. Donc c'est vraiment cette notion de se dire, voilà, qu'est-ce que je suis dans cette situation, qu'est-ce que c'est que cette situation, et qu'est-ce qu'on en fait ensemble. Donc en gros, ce que vous dites, c'est que c'est un moment opportun pour s'accepter et s'aimer plus finalement. Oui, c'est un moment opportun. Alors je dirais, encore une fois, n'oublions pas les personnes qui pourront plus difficilement faire ça parce que leur situation est beaucoup plus compliquée que la nôtre. Mais bien sûr, c'est aussi un moment qui nous oblige à redéfinir un certain nombre de notions, de choses sur nous-mêmes, sur ce qu'on accepte, sur ce qu'on est prêt à faire ou pas à faire. En gros, on doit poser une sorte de contrat avec nous-mêmes, qui est assez simple. En fait, jusqu'où j'accepte de transformer et jusqu'où je prends sur moi et je peux considérer que c'est normal d'avoir modifié certaines choses. Et à partir de quand je considère que c'est trop. À partir de quand je considère que la demande est trop importante par rapport à ce que je peux offrir. Et ça, c'est déjà une première définition qu'on peut se faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut se poser des questions. Et encore une fois, c'est des questions. Hein, c'est pas dire. Je ne dis pas il faut le faire. Je dis est-ce que par exemple, on se dit je suis prêt à renoncer à mes vacances d'été parce qu'il faudra que je travaille plus pour relancer mon activité. Est-ce que je serais prêt à accepter un gel de mon salaire pendant 2 ans ou pas? Est-ce que je serais prêt à me dire je vais aller plus aider les autres? Je passerai 1 heure par jour pour aller aider une personne à côté ou pas? Donc en fait, la question n'est pas de savoir qui va faire quoi. La question est-ce que pour chacune d'entre nous, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter pour que cette situation soit un peu plus vivable pour l'ensemble, pour le commun. Alors toi, Christian, qui est shooté à l'outdoor et à l'inconfort extrême, comment toi tu vis le restons chez nous avec un confort moderne aujourd'hui? Ouais, moi je suis un animal plutôt d'extérieur et de grands espaces et de milieux extrêmes, donc je m'y épanouis et j'y suis très bien. J'ai jamais été aussi bien finalement que lorsque j'étais confronté à des milieux qui me dépassent complètement. Donc c'est vrai que le confinement dans Paris est compliqué, d'autant plus que voilà, comme un certain nombre d'entre nous, j'aurais pu être ailleurs. Moi je viens de Suisse, hein, d'un petit village suisse à côté de la forêt où sont encore mes parents. Donc il y a une part de moi, comme tout le monde, hein, au moment où le confinement est arrivé, je me dis bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans cet endroit où j'ai la forêt au pied de ma porte et où je pourrais sortir tous les jours, aller courir en forêt? J'ai décidé de pas le faire parce que pour plein de raisons. D'abord parce que quand un confinement comme celui-ci est décrété, il n'est pas pour rien et il y a un respect à avoir aussi de ce qu'il représente. Donc me déplacer et aller apporter ailleurs les potentiels virus que j'aurais eu en moi, c'était vraiment pas une bonne idée. Et puis aussi parce que je pense que j'ai plus à faire ici avec un bon internet et essayer à ma manière d'aider à ce que cette situation se résolve de la meilleure manière possible. Donc j'ai décidé de rester et comme j'ai pris cette décision personnelle moi-même, finalement je la vis pas si mal, parce que c'est toujours pareil, quand on a une décision à prendre et que c'est nous qui la prenons, elle est plus facile à vivre. Donc j'ai décidé de rester ici, j'y suis pas mal. Après, encore une fois, moi faut vraiment relativiser, hein. Moi je suis dans Paris, j'ai un appartement qui est pas tout petit, juste en bas de chez moi j'ai un magasin qui est ouvert tous les jours avec à manger à l'intérieur. Je veux dire, la situation est quand même pas aussi extrême que ce que j'ai pu vivre à d'autres moments, donc je suis dans une sorte de grand confort quelque part. Et puis on a une chose qui est énorme et qu'il faut pas oublier et que beaucoup de gens confinés dans l'histoire n'ont pas eu. C'est 2 choses. La première, c'est qu'on a de quoi se communiquer pour la plupart d'entre nous. On le fait là, avec le téléphone, on a Internet, donc on peut appeler nos proches, on peut parler aux gens, on peut dire bonjour à son voisin. Donc on a une vraie possibilité de contact avec l'extérieur. Et ça change tout. L'observation qu'on a des situations, c'est que quand une personne peut avoir un contact avec l'extérieur, elle a une capacité qui est 10 fois supérieure à une personne qui peut pas en avoir. C'est d'ailleurs toute la différence aujourd'hui entre certaines expéditions, certaines situations où les gens n'ont pas de contact avec l'extérieur. Et c'est beaucoup plus dur pour eux que pour, par exemple, et je prends un exemple parmi d'autres, hein, j'aurais pu en prendre plein, mais beaucoup de marins aujourd'hui ont la possibilité d'appeler à l'extérieur. Ça change complètement la vie en mer.
même si elle reste difficile physiquement, même si elle reste extrême dans l'application du langage corporel. Par contre, le cerveau, lui, il a un appel d'air. Et c'est énorme, énorme. Ça change tout, en fait. C'est joli, un appel d'air du cerveau. Oui, mais c'est fou, la différence. Si vous allez pas bien, si vous êtes un peu down, si vous êtes, je dis pas forcément en dépression, mais dans un moment où vous êtes en difficulté, vous n'arrivez plus à trouver de solution, vous avez l'impression que ce que vous faites est nul, que vous trouvez pas comment faire, et vous appelez quelqu'un que vous aimez ou que vous appréciez, qui vous dit mais moi j'ai confiance en toi, je sais que tu peux le faire, tu peux dépasser cette situation. C'est incroyable la force que ça nous donne de sentir que d'autres sont là pour nous et ont confiance en nous, et cette capacité d'appeler l'autre, ou justement d'être appelé quand nous on va mieux et que d'autres personnes vont moins bien. Mais il n'y a pas besoin d'aller mal pour appeler les autres, hein. Simplement pour leur dire bonjour, pour se rappeler, discuter. Il est bon de le rappeler. Il est bon de le rappeler. Non, mais c'est important parce que c'est vrai que on est dans un confinement où la communication est toujours possible. C'est très très important et ça change tout. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a accès à des loisirs, en tout cas pour la plupart d'entre nous, avec Internet, avec peut-être ce qu'on avait chez nous. Donc je dirais, on a une condition de confinement qui n'est pas dramatique en soi, en termes de confort et tout. Maintenant, il faut pas oublier ce qu'elle représente, cette situation de confinement, ce que ça va être quand on va en sortir. La crainte peut-être des autres, tout simplement. Est-ce que quand je vais dans la rue, quand j'aurai le droit de sortir, les gens que je rencontre, est-ce que je leur parle, est-ce que je reste éloigné d'eux, d'elles, voilà, tout ça, c'est des questions qui vont se poser, donc c'est pas non plus une situation simple. Après, moi, je sais que c'est alors, déjà, on est passé au tutoiement, mais t'es tellement généreux, donc on espère que ça te dérange pas. Un de tes articles m'a ouvert les yeux, parce que on partage évidemment le fait que qu'il faille rester cohérent, hein. On a à manger, on peut communiquer, on a la chance d'être dans un pays où il y a accès à beaucoup de choses. Mais moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans un de ces articles, c'est de comprendre que finalement, ce qui était le plus anxiogène, c'est de ne pas savoir quand est-ce que ça allait s'arrêter. Et donc, c'est cette notion de temps qui vient devant nous, qu'on ne maîtrise pas, qui finalement fait qu'il y a une complexité accrue face à la situation. Oui, c'est quelque chose qui est très complexe. Et c'est ce qui fait toute la différence, peut-être d'ailleurs, avec les confinements dont on parle assez facilement dans un cas comme ça, notamment les astronautes dans la station spatiale, les marins dans un sous-marin, les personnes qui partent en Antarctique dans les bases hivernales, qui sont des situations compliquées, hein, à chaque fois. Mais c'est vrai qu'ils ont trois choses que nous n'avions pas. La première, c'est qu'ils y étaient préparés. La deuxième, c'est qu'ils avaient une assez grande certitude, jusqu'à un certain point en tout cas, de quand est-ce qu'ils entraient, quand est-ce qu'ils allaient sortir. Et la troisième, c'est que quand ils allaient sortir, a priori, ils revenaient dans un monde, j'allais dire, normal, un monde qui leur était connu. Là, on n'a pas ces trois points. C'est arrivé soudainement. Personne n'avait prévu, même début mars, que tout d'un coup, mi-mars, confiné, interdit de sortie et tout ce que ça représente. Deux, on peut pas nous donner une date exacte. C'est compliqué de savoir quand est-ce que tout ça va se terminer. Et je parle bien du confinement là, même si, à mon sens, il aurait mieux valu donner une date longue et faire une bonne surprise que l'inverse, mais ça, j'ai pas à juger des choix qui ont été pris. Et puis, la troisième chose, c'est que quand on va sortir de ça, on sera dans un monde quand même compliqué, différent de celui dans lequel on est parti. Donc il faudra, là encore, un peu se battre, se défendre quelque chose pour recréer une capacité de fonctionner dans ce monde qui sera différent. Donc c'est vrai que ces trois points-là, ils nous changent complètement d'autres situations de crise et ils nous rapprochent malheureusement. Alors attention, hein, je mets beaucoup de bémols sur ce que je vais dire parce que attention à la comparaison qui serait complètement fausse, mais ça nous rapproche plus d'une notion de prise d'otage ou de prison, à savoir des situations où malgré tout on ne sait pas trop ce qui va se passer. Je réinsiste sur les bémols parce que je n'ai aucune prétention que ce qu'on vit aujourd'hui correspond à ce que les otages ont vécu, qui est éminemment plus terrible parce qu'en plus de tout ça, il y a la coercition, il y a le manque, il y a tout ce qui va autour, hein, donc pas de confusion. Mais néanmoins, on est dans une situation qui est très difficile à comprendre pour la plupart des gens. Donc, Pardon, tu dis très bien, Christian, je regardais bien sûr, on suit les actualités certaines fois, et on disait que le déconfinement en Chine, là, après 70 jours, la réalité, elle est tout autre, quoi. Et je trouve que tu insistes bien et tu as raison parce que
on peut être guéri un peu de cette période de confinement, mais le retour à la réalité, et il donnait des exemples de restaurateurs qui, au final, ça ne redémarre pas comme ils imaginaient que ça allait redémarrer. Et ça, c'est un deuxième choc de sortie, je pense. C'est sans doute le plus dur, parce que on nous vend un peu trop, enfin on nous vend. L'image est un peu trop forte que le vrai problème est le confinement et qu'à la fin du confinement, tout ira bien. Eh ben non. Alors, on peut parler du restaurateur ou du vendeur du coin de rue. On peut parler. Regardez, aujourd'hui, on a Orly qui a fermé. Alors ça paraît tout bête, mais c'est un aéroport, c'est des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui travaillent dessus. C'est tout un système de sécurité. Ça va pas redémarrer en un claquement de doigts. Alors bon, il y a beaucoup de gens qui vont me dire c'est génial, les avions voleront plus, mais bon, c'est une vision qui est trop fermée, trop simpliste. On peut pas juste raisonner comme ça. Il faut raisonner à tout ce qu'on va pouvoir faire derrière pour effectivement améliorer la situation de notre planète, mais on peut pas juste dire c'est super, regardez la pollution a baissé là, c'est comme ça qu'il faut faire à l'avenir. Non, c'est pas vrai. C'est pas la solution pour l'avenir, un système comme on est aujourd'hui. Il va falloir changer beaucoup de choses, mais différemment. Donc oui, bien sûr, la sortie va être compliquée. Je pense que ceux qui se préparent à ça, qui se questionnent sur comment ils vont sortir du confinement, pourront potentiellement, même si ce qu'ils imaginent sera très différent de la réalité, néanmoins, cette projection qu'ils auront fait, ce questionnement, cette mise en place intellectuelle, les aidera quand même beaucoup à ne pas être trop surpris de ce qu'ils vont trouver à la fin. Mais tu le disais très bien, Christian, et pour le coup, c'est un énorme apprentissage au début de ce podcast. Tu disais, la réalité, c'est pas le confinement, c'est la crise sanitaire. C'est la crise sanitaire, c'est la crise sociale, c'est la crise économique. Tout se mélange aujourd'hui. Tout se mélange. Pour moi, la crise sociale va être la plus difficile à bien appréhender et surtout à éviter qu'elle ne devienne dramatique. L'économie va subir beaucoup, mais bon, voilà, quelque part c'est des chiffres, même si, mais derrière ces chiffres, il y a des personnes qui sont en profonde détresse parce qu'elles ont plus de revenus du tout. On a parlé des aides gouvernementales pour aider les entreprises, un peu les indépendants, mais imaginons toutes les autres catégories sociales. Alors, je sais que pour les gens ça paraît très éloigné, mais les personnes sans domicile fixe, les migrants, les prostituées, les personnes qui sont en détresse sociale, tous ces gens-là ne sont pas aidés aujourd'hui. C'est tout un monde parallèle qui va souffrir extrêmement de la sortie de cette crise. Deuxième chose, on voit bien l'enfermement de chaque pays, la volonté de fermer les frontières. Alors on se dit c'est normal, c'est pour le sanitaire, mais derrière, ça installe l'idée potentiellement que c'est peut-être une solution pour se protéger de fermer les frontières. Alors aujourd'hui on se protège d'un virus, demain on se protégera peut-être d'autres choses. Jusqu'où on va derrière pour se protéger? On le voit aux États-Unis, la vente d'armes a explosé, la vente de bunkers a explosé. Et là je parle des États-Unis parce qu'on en parle beaucoup, mais dans d'autres pays on a d'autres problèmes un peu similaires. Donc la crise sociale potentielle de ça va demander beaucoup d'investissement humain, beaucoup de compréhension, beaucoup d'acceptation des autres pour revenir à un état, encore une fois non pas d'avant, mais à minima un état où l'humain ne cherche pas à détruire l'ensemble de ce qu'il est, de ce qu'il a, à savoir sa planète et les autres. Et ça va être une étape très importante de la sortie de cette crise. Bah écoute, Christian, je te remercie. C'est la suite logique de ma question et tu viens de l'exprimer. Toi qui fais preuve d'une vraie générosité à l'égard de l'humain quand on t'écoute. Y a-t-il une forme de sacrifice à partir seul sur de longues périodes en expédition ou au contraire, est-ce que ces blocs de solitude sont vitaux pour toi ? La réponse va pas être sympa, mais je sais pas en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un sacrifice là-dedans. D'accord. La vie, de mener des expéditions, d'aller faire des recherches un peu loin, il y a une part de sacrifice dans le sens que j'ai un contact avec mes amis, avec plein de choses que j'aime beaucoup plus petits. Donc oui, il y a une part de sacrifice. J'y ai laissé une part de moi dans ces expéditions. J'y ai laissé une part d'amour pour peut-être que j'aurais pu avoir dans d'autres circonstances. J'en ai trouvé d'autres. Donc, je dirais, le sacrifice est peut-être pas le bon mot parce que je pense qu'il est trop fort. Mais il y a une part où on doit accepter de laisser passer, de laisser partir des choses qui nous auraient été chères autrement. Et ça fait partie du jeu. Maintenant,
j'insiste là-dessus. Enfin, moi, j'ai choisi de le faire. Je pourrais faire autre chose dans ma vie. J'ai créé cette chance extraordinaire de pouvoir voir le monde dans sa globalité, et non pas sous un prisme unique, d'avoir pu comprendre à ma manière que rien n'était simple, rien n'était unique, que chaque humain sur cette planète a ses peines, ses joies, ses difficultés, qu'il faut les prendre en compte, que chaque animal sur cette planète a le droit d'y vivre, que chaque plante est importante, et que quand on commence à considérer l'importance de chaque être vivant, aussi qu'il soit plante ou animal, on peut se poser des questions un peu différemment, je pense. Et donc c'est quelque chose que j'ai compris au fur et à mesure de mes expéditions, parce que quand on est tout seul, sans aucune communication avec l'extérieur, on est obligé de retrouver un rapport à la nature très fort. Il y a qu'elle qui nous fait vivre. Il n'y a plus que la nature et soi-même. Il y a même plus quelqu'un pour nous. Même déjà quand on est deux, on recrée un petit système social et on attend sur l'autre quelque chose. Et quand on va pas bien, il est là pour nous. Et quand lui va pas bien, on est là pour lui ou pour elle. Et que quand on a une décision à prendre, on se la partage. Et donc on a une charge mentale un peu moins forte. Quand on est tout seul, tout d'un coup, tout ça nous incombe. Toutes les décisions, c'est notre cerveau, notre charge mentale qui les prend. Chaque élément doit être considéré à l'aune de ce que ça va nous provoquer à nous. Et du coup, finalement, on est obligé de se tourner vers la nature. Parce que c'est elle qui nous fait vivre et qui nous permet de dépasser ça. Et ce retournement vers la nature qu'on fait quand on est tout seul, c'est vrai qu'il nous permet de comprendre peut-être plus vite certaines choses que tout le monde peut comprendre, mais c'est évidemment plus difficile pour un groupe humain vivant dans une ville sans en sortir de comprendre les problèmes naturels que pour une personne seule au milieu d'une forêt. Donc moi, c'est ça que ça m'a apporté, la solitude. C'est cette cohésion et cette compréhension de la nature. Maintenant, je suis pas un animal solitaire, pas du tout. J'aime être en groupe, j'aime les expéditions que je fais avec les autres, c'est même ce qui me passionne. Mais je suis très content d'avoir fait des expéditions solitaires pour cette raison. Mais justement, Christian, ces expériences en milieu hostile t'ont sans doute éclairé. Tu viens en partie d'en parler sur la nature humaine. Moi, j'aimerais te questionner sur nos paradoxes. Justement, pourquoi sommes-nous capables d'autant de conflits et parfaitement incapables de jouir de la vie si elle n'est pas en lien avec le reste de l'humanité ? Alors, vous dites les conflits entre humains ou les conflits en général ? Entre humains déjà en général ensuite, mais c'est vrai qu'on est incapable de vivre pacifié et pour autant on est incapable de vivre les uns sans les autres. Oui, alors je suis pas sûr de pouvoir expliquer totalement ça. Il y a plusieurs choses qui sont en conflit en nous que notre cerveau peut provoquer d'ailleurs. On a des besoins fondamentaux, basiques, et ces besoins, on les connaît assez simplement. Il faut qu'on puisse respirer, il faut qu'on puisse boire, il faut qu'on puisse manger, et sinon, on meurt. Et puis, on se rend peut-être pas bien compte, mais un de ces besoins fondamentaux qu'on a en nous, moi j'en suis vraiment persuadé, j'ai écrit un livre entier là-dessus pour essayer d'expliquer, c'est dire à quel point j'y crois, c'est qu'on est fondamentalement lié à notre besoin d'exploration, à notre besoin d'aller un peu plus loin. Parce que sinon, on pourrait pas, quand on est bébé, on pourrait pas se développer si on n'a pas cette volonté absolue en nous d'essayer de comprendre les choses. On le voit, un bébé qui se balade, il touche les choses, il les met dans sa bouche, il les regarde, il reste des heures à regarder un truc qu'on a regardé pendant 30 secondes puis ça nous aurait agacé. Et il se développe parce qu'il recherche tout le temps. Il se questionne tout le temps. Et petit à petit, il reçoit des informations, il se développe, il grandit. Et puis à un moment donné, on lui dit à ce bébé, qui est devenu adolescent ou adulte, maintenant t'as un peu fini ton travail d'exploration, là, maintenant tu dois faire un métier puis le garder toute ta vie. Et donc du coup, il s'atrophie. Mais en lui reste cette volonté. Elle est prégnante, elle est profonde. Il a besoin toujours, cet humain, d'essayer d'aller un peu plus loin. Et le problème, c'est que quand tous les humains veulent aller un peu plus loin, au dernier, ils vont marcher sur le plate-bande des autres. Et donc c'est peut-être une des bases qui a expliqué malheureusement certains conflits. Et puis il y a une deuxième base qui explique des conflits, c'est le dogme. Alors pas forcément le dogme religieux, pas du tout, le dogme, à savoir l'idée qu'on a compris quelque chose et que cette chose est devenue absolue. Et si j'ai quelque chose qui est absolu, je le défendrai quoi qu'il arrive, sans comprendre que cette notion peut évoluer, peut être soumise à questionnement. Et ce dogme, il peut être religieux, il peut être financier, il peut être de plein de choses. Mais dès le moment où on considère que quelque chose est devenu absolu et est devenu inébranlable, forcément on crée le lit
du conflit. Puisque si quelqu'un ne pense pas comme nous, il est dangereux. Donc il va falloir qu'on réapprenne, et l'éducation est nécessaire là-dessus, à éviter ça, à éviter ce dogme, cette idée, il y a une solution, elle est absolue, j'en démords pas. Donc tout ça fait que oui, on peut avoir des conflits, et qu'à côté de ça, par contre, on est quand même capable, quand on se met en groupe, en commun, en collaboration, en solidarité, de faire des choses absolument extraordinaires. Donc maintenant, quelle est la solution pour le futur? Alors j'adorerais vous dire, c'est bon. Nous aussi, hein. Si tu l'avais là, donne-la nous là, le 2 avril. Voilà, ce serait le 2 avril. Christian Clot vous explique comment vivre dans le futur. Imagine-nous la notoriété que nous aurions d'un seul coup. Voilà, je pense que je vais vous donner le scoop de l'année. Je sais comment nous allons faire. Non, mais évidemment, on a tous envie. Moi, il y a une première chose que je sais. Alors ça y est, pas de dogme, mais je sais. Non, mais c'est super. Dont je suis fondamentalement convaincu de tout le travail que je mène depuis plusieurs années, c'est que rien n'est complètement compréhensible à un humain si ce n'est pas lié à ses émotions. C'est-à-dire que pour comprendre quelque chose, il faut qu'on soit émotivement touché par cette chose. Les journalistes on appelé cette loi du kilomètre, c'est-à-dire qu'on est plus touché par le voisin qui décède que par 1000 morts d'une inondation en Inde ou en Chine. Et c'est vrai. Et c'est concret, tout simplement parce que on comprend très bien la personne qu'on côtoie tous les jours. On la voit, on la connaît, elle fait partie de notre vie. Quand elle n'est plus, c'est quelque chose qu'on enlève à ma vie. Alors que si effectivement 1000 personnes qui meurent à 10 000 kilomètres, c'est quelque chose qu'on enlève à la vie aussi, ça touche moins ma vie au quotidien. Et je comprends moins que ça puisse avoir un impact à long terme pour moi et pour le système qui m'est proche. Donc j'y suis moins sensible. C'est peut-être terrible, hein, mais c'est une réalité cognitive. Donc si on sait ça, on peut commencer à essayer de travailler dessus pour dépasser un tout petit peu cette réalité. Aller chercher des émotions qui ne sont plus directement liées à mon univers proche, mais justement aller chercher des émotions un peu plus éloignées, un peu plus difficiles à comprendre. Et ça, c'est l'éducation, l'apprentissage qui peut nous l'apporter. D'où l'importance majeure de l'apprentissage d'éducation, et on ne fera rien changer dans l'avenir si on ne change pas nos systèmes éducatifs, et ce partout dans le monde. Essayez, juste pour donner un exemple là-dessus, imaginez une personne qui malheureusement vit dans une ville et n'a jamais pu en sortir, parce que par manque de moyens, par manque de possibilités, par manque d'offres. Comment faire comprendre une forêt à cette personne qui ne serait jamais sortie de sa barrière d'immeuble? Comment faire comprendre l'importance d'un arbre, le bruit d'un oiseau? Alors vous allez mettre des vidéos, on va regarder un documentaire, mais c'est jamais pareil. Vous n'avez pas toute l'odeur, toutes les interactions que les arbres ont les uns entre les autres, et donc que vous ressentez que vous êtes dans une forêt, et j'en passe. Et donc, la question que moi j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va faire comprendre une forêt à des personnes qui n'ont jamais quitté leur système urbain. Et ça, c'est notre défi du futur. Et cette crise, peut-être, va nous inviter à comprendre ça, parce que on est là confronté à un danger totalement invisible, totalement impalpable. C'est pas un ennemi qui nous attaque, c'est pas quelqu'un contre qui on peut se battre physiquement, c'est un tout petit machin microscopique que personne ne voit et qui met à bas toute une société. Et si on arrive à relier ça, cette compréhension que quelque chose que je ne vois pas, que je ne touche pas, que je ne comprends pas, peut me faire autant d'effets, peut-être qu'on peut relier ça au besoin qu'on a de comprendre la nature. Christian, faute de pouvoir prendre l'air là en ce moment, peut-être tu pourrais nous raconter une de tes expéditions les plus exaltantes? Les plus exaltantes. Oui. Mais toutes les expéditions sont exaltantes. Oui, alors moi ça fait 25 ans que j'emmène des expéditions. J'ai eu l'occasion d'aller dans beaucoup d'endroits du monde. Alors moi je travaille beaucoup en Patagonie parce que c'est un endroit qui m'a touché énormément, en Asie centrale, en Afrique de l'Est. Je dirais je pourrais vous parler de la croisière de Darwin et de la première mondiale que j'ai fait là-bas, ou des 4 traversées de 4 fois 30 jours, où j'ai traversé successivement les milieux les plus extrêmes, ou des choses qui sont effectivement très, très, très extrêmes, très immenses. Enfin, c'est tellement grand, c'est tellement énorme qu'on est complètement dépassé par ces milieux.
Mais du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre. Ah. Je vais vous parler d'une expédition que j'ai faite sur les sources du Nil. Vous savez, les sources du Nil, c'est le point géographique qui a été le plus recherché de tous les temps. Hein. Moins 5000 ans avant Jésus-Christ, on essayait déjà de trouver où étaient les sources du Nil, puisque le Nil abreuve l'Égypte, et que les pharaons avaient extrêmement peur que un jour ce fleuve se tarisse, et que donc l'ensemble du système de culture égyptien qui a fait leur fortune s'arrête avec le Nil qui se tarissait. Donc ils ont voulu comprendre d'où venait le Nil pour essayer d'empêcher qu'il se tarisse. Donc ils ont envoyé des tas d'expéditions là-bas. Alors pendant des milliers d'années, on a cherché les sources du Nil, on n'a pas trouvé. C'est finalement seulement en 1830, 1850, 1860 que des explorateurs ont commencé à comprendre le système du bassin versant du Nil, avec le lac Victoria, avec les monts Rwenzori et tout ce qui va autour. Là, on est en Ouganda, on est au Rwanda, en Tanzanie, au Kenya, très très loin donc de l'estuaire du Nil en Égypte. Et donc, étonnamment aujourd'hui, on n'est encore pas toujours très sûr d'où sont les sources de ce Nil. C'est-à-dire qu'on a plusieurs petites rivières qui partent un peu partout. Laquelle est la plus éloignée, laquelle est la plus haute. La plus haute, maintenant, on le sait, c'est sur le mont Stanley Rwenzori. Mais où sont vraiment ces sources du Nil? Moi, j'ai voulu, comme les explorateurs du 19e siècle, repartir à pied de Zanzibar pour refaire toute la traversée de la Tanzanie, du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda, pour aller chercher où étaient ces sources. Et en partant, comme je suis parti pour voir un point géographique, une compréhension géographique du Nil, en tout cas de ses sources. Et au fur et à mesure que je marchais, que je progressais, je posais la question aux gens que je croisais. Alors, pour toi, le Nil, c'est quoi? Alors, pour certaines personnes, c'était juste très éloigné de leur quotidien, parce que pour eux, le Nil, c'était déjà essayer d'avoir de l'eau, 1 litre d'eau par jour et par personne. Juste ça, c'était déjà beaucoup. Donc, comprendre que le Nil, c'est un système géopolitique énorme avec tout ce que ça implique en Afrique, c'était très très éloigné de leurs préoccupations. Mais pour d'autres, au contraire, ce Nil, il représentait pas juste une question de source ou d'estuaire. Il représentait vraiment, et il me l'expliquait très bien, ce lien qui les réunissait eux, très éloignés au centre de l'Afrique, au milieu du Burundi, alors que personne s'occupe d'eux. Chaque goutte qui tombait chez eux, qui va jusqu'en Égypte et ensuite dans la Méditerranée et bien plus loin, pour eux c'était une manière de comprendre le lien qui existait entre ces différents pays, ces différents peuples. Et cette explication des sources du Nil, pour moi, est devenue beaucoup plus importante. J'ai bien été sur l'ensemble des sources déclarées. Il y en a 2 au Rwanda, une au Burundi, une en Ouganda, et puis encore 2, 3 qu'on connaît pas. Physiquement, j'ai été sur les sources du Nil. Mais ce que j'ai compris du Nil en faisant cette expédition, c'est d'abord que tout ça est une question de perception, de regard qu'on a sur un objet, sur une chose, qu'on peut voir comme un objet ou une chose, ou qu'on peut voir comme un élément qui nous relie aux autres, qui nous touche, qui a une histoire, qui nous raconte, que si on relie l'ensemble des fils qui touchent cet objet, finalement on crée l'humanité. Et je crois qu'en faisant cette expédition sur les sources du Nil, c'était en 2012-2013, j'ai beaucoup plus ressenti cette notion de lien qui unit les peuples, non pas sur quelque chose de fragile ou d'impossible, mais sur des choses très concrètes. Une goutte d'eau qui nous relie, un besoin de comprendre et d'être accepté par les autres. Les gens au Burundi et un peu au Rwanda me disaient toujours mais personne nous connaît, personne parle de nous, personne sait qu'on existe. Moi j'ai envie d'exister pour le monde. Oui, les considérer au travers de ce qu'ils sont, c'est déjà leur donner un peu d'existence. Et si on fait ça pour tout le monde, finalement on crée des liens extraordinaires. Donc voilà, je voulais vous parler de cette expédition parce que à moi, elle m'a fait comprendre bien autre chose que toutes mes expéditions en conditions extrêmes selon mon groupe. C'est vraiment que chaque chose qu'on fait, chaque endroit où on va, n'est pas seulement l'endroit où on va et la chose qu'on fait, c'est vraiment le lien qu'on tisse avec l'ensemble, qui est important. Écoute, merci. En t'écoutant, je me disais, en cherchant l'origine, on comprend mieux les choses. On trouve peut-être pas l'origine, mais on comprend tout. Non, on remonte rarement jusqu'à l'origine, mais c'est vrai que le fait de vouloir le chercher, on dit toujours, l'important c'est le chemin. Alors c'est un terme un peu galvaudé aujourd'hui, mais ce qui est certain, c'est que il faut accepter que finalement le lieu technique, intellectuel, géographique de quelque chose n'est pas le plus important. Et en tout cas, tu nous as fait voyager émotionnellement. Je suis ravi. J'invite tout le monde à regarder ces pays du centre de l'Afrique de l'Est et je pense beaucoup au Burundi, au Rwanda, à l'Ouganda, beaucoup qui sont des pays extraordinaires, d'une beauté fulgurante, d'humains qui malheureusement ont su, comme vous le disiez tout à l'heure, se battre comme pas possible.
mais qui en même temps aujourd'hui sont d'un accueil hallucinant. Et cet espoir qu'ils ont pour l'avenir, moi, il m'a touché énormément en Ouganda et au Rwanda plus qu'ailleurs, où l'Ouganda, c'est le pays le plus jeune du monde, hein. Ils ont une moyenne d'âge de moins de 14 ans aujourd'hui, sur l'ensemble de la population. Et ils ont une avidité de l'avenir qui est fabuleuse. Et qui est tellement forte quand on y est qu'on peut que être transporté par cela. Écoute, vraiment merci de cette échappée volée. Et d'ailleurs, avant de te laisser repartir à tes recherches, parce que on n'a pas eu le temps d'énormément parler, aussi de ton rôle de chercheur, mais Dieu sait que tu travailles activement sur le sujet. Est-ce que peut-être tu aurais un message personnel à passer, un mantra, une chanson, une lecture, je ne sais pas. Oui et non, parce que j'espère que tout le monde a quelque chose en lui ou en elle qui est sa propre conduite, c'est ce qui lui permet d'avancer dans la vie. Je dirais, moi je crois que notre monde j'ai envie de toujours me dire que ce qu'on sait n'est qu'une petite partie et que il faut toujours vouloir faire le pas de plus pour aller voir si derrière l'horizon il y a toujours quelque chose. Et cet horizon, il peut être physique, mais il peut être intellectuel. Chaque fois qu'on pense qu'on a totalement compris et définitivement compris quelque chose, disons-nous attention, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et si on a ce cheminement permanent d'accepter qu'il y a toujours autre chose à comprendre, c'est pas juste une question de vouloir faire du progrès et augmenter en permanence. Parce qu'on peut faire cette démarche de manière totalement intellectuelle et d'apprentissage, mais vraiment de ne pas accepter la finalité. Et peut-être que c'est un message à faire passer pour le futur, parce que toutes les personnes qui aujourd'hui acceptent la finalité de se dire de toute façon le monde va s'effondrer, c'est comme ça et c'est pas grave, finalement quel est le but? À quoi ça sert? Autant s'arrêter tout de suite. Moi j'ai envie de dire oui, on est face à des problèmes gigantesques, environnementaux, écologiques, de destruction des espèces. C'est phénoménal. Mais c'est à nous aujourd'hui de ne pas accepter cette finalité-là et de considérer qu'on peut agir au quotidien, aujourd'hui, chacun et chacune à notre manière, même petite, même avec un seul geste, pour faire en sorte que ce futur devienne possible. Et ça, c'est notre travail de tous les jours aujourd'hui. Eh ben, merci Christian. Avant de nous quitter, les questions de Kay et Luna. Alors, première question, Christian, qui ou quoi? Qui? Seul ou ensemble? Ensemble. Chaud ou froid? Bon, les deux. Rêver ou concrétiser? Rêver, parce qu'on ne peut pas concrétiser sans avoir rêvé d'abord. Extérieur ou intérieur? Extérieur. Romantique ou passionné? On ne peut pas être passionné sans être romantique. On va refaire un podcast, Christian. Un énorme merci, vraiment. On a dû déjà te le dire, mais au-delà de la capacité scientifique, quelle spiritualité. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, Christian. Merci à vous. Kay et Luna. Kay et Luna.